Bonjour à tous, c'est un peu impressionnant, vous êtes nombreux à être derrière. Donc je voulais m'excuser pour deux choses. Effectivement, l'organisme de formation qui devait venir témoigner aujourd'hui ne peut pas être présent. Donc déjà, désolé pour ça. Et deuxième point, je suis en sortie de grippe. J'ai une capacité cognitive un petit peu limitée. Donc j'espère que mes propos vont être clairs. Voilà. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui me touche beaucoup, moi, qui est l'autonomie et l'engagement. Alors pour vous dire à quel point ma grippe était calmée, je vous ai posé la question de quels sont... alors ça ne marche pas, la zapette. Technique. La marche il y a 2 minutes. Le micro marche à moitié, on va y arriver. Bon, sinon j'utilise la souris, hein. Hop, voilà. Voilà. Donc j'avais préparé de vous poser cette question. Quelles sont les principales difficultés que vos apprenants rencontrent en formation? Alors, la réponse est un peu dans le titre de la conférence, donc c'était un peu... c'est une autre zapette. Je vérifie, ça marche? Ouais, ça marche mieux. Merci. Mais je veux quand même bien entendre vos réponses, au-delà de l'engagement et de l'autonomie, qui sont un peu les réponses que j'attendais, pour être honnête, parce que c'est ce sur quoi je travaille. Vous, c'est quoi les difficultés que rencontrent vos apprenants? Est-ce que ça en fait partie, l'autonomie et l'engagement? Là, je vois toute la foule qui fait ça. Donc oui, ok, vous êtes au bon endroit, super. Pour vous faire un peu d'apport, parce que c'est aussi le but, je voulais vous parler un petit peu de la science de l'engagement de manière très simplifiée. L'engagement, c'est un moment, d'accord? C'est un moment, on va s'engager à rentrer en formation. Et il se passe plein d'autres choses autour en termes de motivation et autres. La motivation, c'est ce qui vient en amont, d'accord? Donc, ce qui est important pour la motivation, c'est d'avoir confiance dans sa capacité à réussir. Si je ne crois pas que je vais réussir, je ne vais pas m'engager. Et un autre point qui est important, c'est le motif. Pourquoi est-ce que je m'engagerai? Donc c'est pourquoi est-ce que je rentre en formation? Et ça, la recherche montre il y a plusieurs motifs, mais on peut les classer plutôt sur des motifs hédoniques, de plaisir de participer, des motifs intrinsèques, le plaisir d'apprendre pour apprendre, des motifs liés aux valeurs. Est-ce que ce que je vais apprendre est en accord avec mes valeurs? Ou alors, si on rentre sur des choses un peu plus extrinsèques, peut-être je vais me former pour éviter des situations qui sont négatives pour moi. Par exemple, quand je travaille avec les écoles de la deuxième chance, on me raconte qu'il y a des jeunes, ils rentrent en formation pour ne pas dormir à la rue. C'est une bonne motivation. Mais ça ne sert pas que à ça. Parce qu'il y a d'autres personnes qui étaient à la rue et qui préfèrent y retourner post-formation. Donc la motivation ne fait pas tout. Mais ce qui est important de différencier dans la science de l'engagement, c'est la partie motivation qui est en amont de la partie volition qui est en aval. Ça, on en parle assez peu. La volition, c'est vraiment l'abonnement à la salle de sport, j'aime bien dire. C'est 1er janvier, j'ai des bonnes résolutions, je prends un abonnement à la salle de sport et 3 mois plus tard, il n'y a plus personne. Parce qu'en fait, ce n'est pas le même processus que la motivation. Ça ne repose pas sur les mêmes leviers. La volition, c'est vraiment tout ce qui est lié à des stratégies, des comportements. Et on n'est plus sur des aspects de motivation et de confiance en soi qu'on peut y arriver. La volition, c'est vraiment la phase où il faut qu'on soit carré, il faut qu'on ait de la discipline en fait. Et on peut jouer sur ces deux phases de différentes manières. Sur la motivation, apprendre à se connaître, savoir qui on est en tant qu'apprenant, ça va avoir une valeur extrêmement forte puisqu'on peut renforcer la confiance en soi et comprendre quels sont nos motifs d'engagement. Mais ça ne marche plus vraiment sur la phase de volition, où là, pour le coup, la présence du formateur, du facilitateur et la manière dont il va accompagner l'apprenant est absolument capitale. Donc, en fait, ce qui est intéressant en fait, dans ce petit schéma très simplifié, ou le schéma scientifique, il y a plein de boucles de rétroaction dans tous les sens, il y a des sous-phases. Bon, je vous ai évité ça, je vous ai vraiment fait une simplification. Mais ce qui est intéressant, c'est que, en fait, il faut retenir que l'engagement en formation, on peut l'améliorer et le booster, mais pas de la même manière à chacune des étapes, en fait. Il faut bien avoir ça en tête. Donc là, on a l'engagement, et l'autonomie, c'est quoi? En psychologie, l'autonomie, c'est le fait d'initier et de réguler ses comportements. Donc ça va être justement que l'apprenant se saisisse de sa motivation et de sa volition. Que lui-même réfléchisse à ses motifs d'engagement. Que lui-même réfléchisse à ses stratégies d'apprentissage. Qu'il les mette en place, qu'il les questionne. Ce genre de choses. Donc nous, en fait, c'est ce qu'on fait chez Trendy. C'est un studio d'innovation pédagogique, en fait, que j'ai fondé il y a 5 ans. C'est vraiment de travailler sur cette autonomie et cet engagement. Donc comment on fait? On travaille sur un test psychométrique qui s'appelle Learning Coach.
Alors si vous êtes intéressé, on est sur le stand T82, il y a un petit QR code, vous pourrez venir le passer, ça prend 8 minutes. Donc c'est un test qui permet à l'apprenant de se questionner sur sa manière d'apprendre selon trois grandes familles, on va dire. Les dispositions, c'est quel est mon rapport à l'apprentissage, qui je suis. Moi j'aime bien dire en général qu'on est un peu des plats de lasagne, c'est-à-dire qu'on est des couches stratifiées d'expériences plus ou moins positives ou négatives d'apprentissage. Et parfois, il y a des lasagnes qui sortent du système éducatif un peu cramées. Et il faut faire avec. Mais ça change leur rapport à l'apprentissage et ça change la manière dont ils se présentent dans une nouvelle formation. Ensuite, il y a les comportements. Donc, proaction et réaction, ça va plutôt être proaction, l'autodirection. Qu'est-ce que je mets en place pour m'engager dans mes apprentissages de manière positive et proactive. Et réaction, c'est comment je vais réagir quand les choses vont être difficiles, quand les choses vont être compliquées, quand ça va devenir long. Quelles sont les stratégies que je mets en place pour réussir et persévérer dans ces cas-là. Donc ça, c'est les fameuses stratégies dont on parlait juste auparavant. Et la situation, c'est l'environnement. Comment je perçois mon environnement? Est-ce qu'il va être plutôt capacitant? Est-ce qu'il va me donner du pouvoir d'agir? Ou est-ce qu'il va me mettre des bâtons dans les roues? Cette fameuse phrase, quand on veut, on peut. Et bien en fait, pas tout le temps. Là, on est vraiment sur les théories du prix Nobel d'économie Amartya Sen, qui a travaillé ça. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé chercher dans la littérature scientifique 60 ans de littérature, quelles sont les variables qui permettent d'accompagner l'apprentissage. Et donc j'en ai tiré une vingtaine de variables que j'ai réparties dans ces trois familles qui permettent à l'apprenant de se questionner sur qui il est et de réfléchir à ses pratiques, mais de faire de la métacognition en fait, de l'apprendre à apprendre. Et ça, on peut l'utiliser avec les formateurs aussi. Donc c'est quoi l'impact de ça en fait? La recherche nous donne des informations là-dessus. Pour l'apprenant, quand on rentre dans des pratiques métacognitives dans ses apprentissages, c'est plus 23% de transfert. C'est-à-dire que si vous faites une formation d'un an, globalement, et que vous ne faites pas de pratique métacognitive, que vous n'avez pas vos apprenants à réfléchir, il y a quasiment un quart de l'apprentissage qui est perdu. Donc sur une formation d'un an, ça fait combien de temps, un quart, Yannick? Un trimestre, merci Yannick. Et effectivement, ça fait 3 mois, quoi. Donc c'est quand même assez énorme comme impact, quoi. Et travailler la métacognition, ça aide aussi l'apprenant à développer sa confiance en ses capacités d'apprentissage, ce qu'on appelle le sentiment d'efficacité personnelle, qui est hyper important, justement, comme je vous le disais, dans quelle partie de l'engagement? Dans la motivation, voilà. Dans la partie de motivation, qui est la partie juste avant l'engagement. Est-ce que je vais m'engager ou pas parce que je crois que je vais y arriver? Et donc, quand on travaille ces pratiques métacognitives avec des outils comme Learning Coach, on aide l'apprenant à développer cette confiance en lui. Mais ça peut aussi aider les services formation. Parce que si on a des apprenants qui sont proactifs, globalement, on a moins besoin d'aller les pousser, d'aller les chercher. Et ça permet aussi aux organisations d'être plus à même d'avoir les capacités pour répondre, d'avoir les compétences pour répondre aux changements qui sont de plus en plus rapides dans notre monde, quoi. Donc hyper important aussi. Et moi, le chiffre qui m'hallucine le plus, c'est que les organisations qui ont une strate managériale apprenante avec des gens qui sont dans cette dynamique d'apprentissage font globalement plus 25% de marge brute. C'est énorme en fait. Ce chiffre chiffre vient de Bersine, qui est quand même un chercheur assez reconnu. Enfin, il fait du conseil, recherche aux États-Unis sur les sujets de l'organisation apprenante. Et donc quand on met ça en place dans les organisations, ça a un impact assez énorme, quoi. Je ne vais pas vous faire un cours de sciences cognitives toute la journée, c'était pas le but, mais c'était quand même l'idée de vous apporter quelques petites informations aussi. À la base, aujourd'hui, il devait y avoir Lily d'Anglify qui devait être là pour partager avec vous ce qu'on avait fait chez eux, mais elle n'a pas pu être là un peu en dernière minute, donc je vais devoir faire juge et partie et vous présenter un peu leur point de vue de ce qu'ils font avec les outils que j'ai mis à leur disposition. Donc Anglify, c'est un organisme de formation. Et ils font tout pour stimuler l'envie d'apprendre. Ils forment en anglais, si vous n'aviez pas compris avec leur nom. Si, quand même. Bien. Et ils ont 3 piliers. Le premier pilier, c'est d'accompagner l'apprenant qui arrive à définir son projet d'apprentissage. Mais à la fois son projet quand il arrive, mais aussi par la suite, en fait. Donc il y a un conseiller qui est dédié. Le deuxième pilier, c'est d'objectiver ses compétences, en fait. Donc ils font passer un TOEIC. Vous connaissez tous le TOEIC ? Qui ne connaît pas le TOEIC? TOEIC, c'est un test standardisé pour évaluer les compétences en anglais. Voilà. Et donc, ils le font passer en entrée et en sortie pour voir, en tant qu'organisme de formation, est-ce qu'ils ont fait leur taf, est-ce qu'ils ont aidé l'apprenant à grandir. Et ils ont un troisième pilier qui est lié au premier,
qui est de faire monter en compétences d'apprentissage. Parce que leur idée, c'est « Ok, tu viens de former chez moi pendant 3 à 6 mois, mais ton apprentissage de l'anglais, il ne va pas s'arrêter là. » Donc en fait, après, comment est-ce que tu vas faire pour continuer à apprendre? Et donc en fait, quand ils ont découvert Learning Coach, ils se sont dit mais en fait, c'est le TOEIC de l'apprendre à apprendre en fait. Et donc ils ont utilisé le test pour le mettre en entrée et en sortie aussi de leur parcours de formation. Alors globalement, comment ça se passe? Quand on arrive chez Anglify, ils ont donc le conseiller qui définit votre parcours. Ensuite, vous avez le test d'anglais avec le TOEIC. Et il y a un coach qui peut vous être dédié. Et donc à ce moment-là, on vous fait passer le profil d'apprenant avec Learning Coach. Donc il le passe dans la plateforme. Le coach, il reçoit des informations sur l'apprenant. Alors là, pour le coup, en fait, on a mis plusieurs niveaux de lecture pour rendre ça plus facile Soit il a des petites pastilles sur des indicateurs comme l'autonomie de l'apprenant pour éviter les décrochages, sur son acceptabilité de la technologie, pour être sûr que, par exemple, il va bien gérer la plateforme, sur sa socialisation, pour voir est-ce qu'on peut pas le mettre dans un groupe, comment est-ce qu'on peut faire travailler ensemble, etc. Donc ça, c'est des petits indicateurs orange et rouge pour que ce soit très rapide, très simple. Et si jamais il veut aller plus loin, il peut télécharger un rapport de l'apprenant avec des questions à lui poser, en fait. Donc c'est vraiment des questions qui sont générées sur à la fois investiguer les limites de l'apprenant, mais aussi ses points forts, sur quoi il peut s'appuyer pour apprendre. Ça, c'est vraiment dans une optique un peu de psychologie positive, dans l'idée de, c'est plutôt américain ou anglophone que français, où en France, on va plutôt avoir tendance à regarder, bon, qu'est-ce qui marche pas? Ok, t'es nul là-dessus, on va travailler là-dessus. Et c'est un peu je sais pas si vous connaissez Gallup, qui est aussi une grosse boîte, qui avait écrit le Strength Finder, qui était un test aussi qui permettait de voir quels étaient les points forts de la personne. Ça s'inscrit vraiment dans cette dynamique-là. Sur quoi on peut s'appuyer chez toi qui est bien et qui peut t'aider. Et récemment, j'avais un entretien avec un petit jeune d'une vingtaine d'années qui me disait ouais, mais moi je m'appuie vraiment beaucoup trop sur ce que je sais déjà. Et dans son test, justement, ça montrait que en fait, lui, il travaillait beaucoup l'ancrage. C'est-à-dire qu'il reliait les nouvelles connaissances avec ce qu'il savait déjà. Et lui, il le voyait comme un point négatif en disant bah, en fait, je me repose sur mes acquis. Et je disais mais non, mais c'est génial. En fait, les sciences cognitives montrent que le fait de faire des liens entre les connaissances, ça aide à mémoriser, ça aide à transférer, à créer de la compétence. Et donc, c'est aussi une manière de désamorcer des idées préconçues qu'on peut avoir et d'objectiver un peu plus ce qu'on sait de soi. Donc là, le coach, il peut avoir accès à des informations très précises sur l'apprenant. Et donc ensuite, il l'accompagne pendant 3 à 12 mois. Mais les premières séances, ça peut être en français, ça peut être en anglais. Mais ce n'est pas sur la compétence d'anglais, c'est sur la compétence d'apprentissage. Et comment ils vont l'accompagner en fait. Alors, bien évidemment, ça demande un petit peu de travail de la part du coach. Donc on a accompagné les coachs, on les a aidés à se développer en fait en tant que coach au travers d'un petit schéma que j'ai mis en place qui c'est l'idée de favoriser l'apprenance. Donc là, je suis désolé, ce sera le dernier terme un peu barbare que je vais vous balancer aujourd'hui. L'apprenance, c'est une disposition favorable à l'acte d'apprendre. Donc en psychologie sociale, c'est une attitude. Une attitude, ça a 3 variables, 3 composantes. La composante affective, cognitive et conative. La composante affective, c'est est-ce que j'aime ou pas l'objet. Donc là, est-ce que j'aime ou pas apprendre. Le cognitif, c'est est-ce que je pense que c'est bien. Est-ce que je pense que c'est bien d'apprendre tout au long de la vie. Et le conatif, c'est le conatus de Spinoza, c'est est-ce que je vais passer à l'action? Est-ce que je vais saisir les opportunités d'apprendre qui s'offrent à moi? Et donc en psychologie, on peut utiliser ça pour n'importe quoi, hein, la cigarette, le racisme, tout. Est-ce que j'aime fumer? Est-ce que je pense que c'est bien de fumer? Est-ce que si mon voisin il va faire une pause clope, je pars avec lui et je vais faire la pause clope? Est-ce que je saisis l'opportunité? Donc ça, c'est une attitude qu'on a envers la cigarette. Et on peut avoir cette attitude envers l'apprendre, qui est l'apprenance. Et c'est hyper discriminant. Je vous donne 2 exemples extrêmes. J'ai un apprenant dans une de mes formations qui a fini à l'hôpital le dimanche. Le lundi matin, il était en visio avec nous depuis son lit d'hôpital pour pas rater un épisode. Donc ça, c'est une apprenance extrêmement élevée. Et à l'inverse, dans un entretien que j'avais fait pour une recherche, on m'avait raconté que quelqu'un qui habitait à 1 km de l'organisme de formation, il y a eu une grève de bus et il est plus venu. Il n'a pas marché 1 km, quoi, parce qu'il y avait la grève des bus. Donc ça, c'est une disposition à apprendre vraiment très très faible. Donc l'idée, c'est comment est-ce qu'on favorise cette disposition à apprendre des individus. Donc on le mesure dans le test. Et globalement, le modèle d'analyse, c'est vraiment ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Hein, disposition, proaction, réaction, situation. C'est le triptyque. C'est juste que proaction et réaction, ça parle des comportements de manière générale.
Et après, c'est comment est-ce qu'en tant que formateur, je me saisis de ça. Et là, on va travailler la posture du formateur et sa méthodologie, entre autres sur le questionnement, les pratiques de narrative. Comment est-ce que j'accompagne mon apprenant à se raconter, à raconter sa compétence, sur les pratiques de réflexivité. Donc ça, c'est tout un travail qu'on fait. Si ça vous intéresse, j'ai aussi fait une recherche l'année dernière sur l'impact de la posture du formateur sur l'engagement de l'apprenant. Et sur mon stand, il y a un kakémono où il y a deux QR codes. Il y a le test pour l'apprenant et il y a aussi le test pour le formateur. Si vous voulez voir où vous en êtes en tant que formateur, vous pouvez vous évaluer. Essayer de répondre de manière honnête. L'idée, c'est pas d'avoir un super spider chart où on est tout bon partout. C'est de voir où est-ce qu'on peut progresser et comment on peut s'améliorer. Et on n'est pas bon partout, mais il faut savoir là où on est bon. Encore une fois, psychologie positive. Moi, par exemple, je sais qu'avec mes apprenants, j'ai pas une patience de folie. Et la patience, c'est un des 7 facteurs qui sont mesurés dans ce test. Donc je sais que je suis pas bon partout, mais c'est pas grave. J'ai aussi d'autres points forts. Donc en tout cas, voilà, c'est ce schéma qu'on a utilisé pour accompagner les coachs d'Anglify pour développer leur capacité à accompagner leurs apprenants, non pas uniquement sur leur capacité, leurs compétences linguistiques, mais aussi sur leurs compétences d'apprendre à apprendre pour devenir plus autonomes et être plus engagés dans leurs apprentissages. Donc là, c'était le moment où normalement Lily était censée vous dire ce que ça a permis chez eux. Elle n'a pas pu venir, donc j'ai appelé Kevin, le directeur d'Anglify, la semaine dernière. Je lui ai dit, je leur dis quoi? Il m'a dit, bah, dis-leur qu'on est super content et que ça aide vachement nos coachs. J'ai dit, bon, c'est un peu court, c'est super subjectif, mais je vous laisserai avec ça aujourd'hui. Et si vous voulez en discuter, je suis sur le stand T82. Merci. Alors, non. On va essayer, on va voir s'il fonctionne, ce micro. Moi, une question tout de suite, avant de vous donner aussi ce micro, hein, levez la main pour poser des questions à Raphaël. Ma question est très simple. C'est lorsque l'on sait que, grosso modo, tous les dispositifs de formation de type e-learning ont un taux d'attrition supérieur à 90%, donc 90% d'abandon, comment se fait-il que toutes ces plateformes et dispositifs ne fassent pas appel à cette brique fondamentale de travail sur le développement du apprendre à apprendre et de la capacité à apprendre? Alors j'ai envie de te répondre en te disant, il y a une table ronde sur l'efficacité pédagogique dans 2 heures, sur laquelle on parlera de ces questions-là. Et entre autres, je vais rebondir si ça vous intéresse, il y a les acteurs de la compétence qui ont sorti une étude sur l'efficacité pédagogique, dont on parlera tout à l'heure, qui parle de 9 facteurs justement qui influencent l'efficacité pédagogique, dont le fait de prendre en compte les profils des apprenants dès le stade de l'ingénierie pédagogique. Et effectivement, c'est souvent des choses où on se dit bah, on le fait pas, on n'a pas le temps, on n'a pas les ressources. Et c'est dommage parce qu'en fait, on se tire une balle dans le pied, on ne prend pas le temps de faire quelque chose qui est prouvé comme fonctionnant. Et pour le coup, là où l'individualisation pédagogique pouvait faire peur jusqu'à présent, là, c'est là où il y a l'intérêt de l'IA qui peut accompagner le dédoublement des modalités pédagogiques qu'on peut proposer aux individus, mais aussi l'accompagnement des parcours personnalisés, quoi. Donc là, pour le coup, l'IA a un impact à jouer. Et en fait, par exemple, on peut prendre les résultats du test Learning Coach, les exporter avec une API, avec un webhook, on a tout ce qu'il faut, et intégrer le profil de l'apprenant dans un moteur d'IA pour personnaliser encore plus ce que l'IA va raconter à l'apprenant et lui proposer un parcours encore plus défini. Donc aujourd'hui, on a plein de manières de faire, à la fois du côté de l'ingénierie, en amont, et puis du côté de l'aval, sur des IA qui vont pouvoir utiliser ces données-là, quoi. Vos questions? Merci beaucoup Raphaël, c'était très intéressant. J'apprécie vraiment d'avoir entendu parler d'IA que à la dernière minute. Bravo. Petite question sur les entreprises apprenantes, tu en as rapidement parlé. Tu connais un peu les entreprises françaises aujourd'hui qui sont dans cette démarche d'entreprise apprenante, parce que c'est plutôt une démarche qui n'est pas trop de notre côté pour l'instant encore. Est-ce que tu as des exemples à citer? Tu as cité des chiffres liés à l'étude, mais est-ce que tu as des clients ou tu as connaissance de boîtes qui travaillent vraiment sur ce sujet-là? L'organisation apprenante... Oula. Ça marche à moitié le micro là. L'organisation apprenante, c'est un sujet vraiment complexe qui mériterait trois conférences. Et d'ailleurs, il y a quelques années, j'avais fait une conférence de consensus à Dijon sur le. Donc, c'est une conférence de consensus, c'est des scientifiques qui se retrouvent et ils disent on n'est pas d'accord sur un sujet, on fait l'état de l'art. Et en fait, on est sorti de la conférence de consensus sur l'organisation apprenante et on n'était toujours pas d'accord. Et ça fait 35 ans qu'on en parle, quoi. Donc, on sait que ça peut marcher,
Mais en fait, l'organisation apprenante, c'est quelque chose, c'est un processus continu. Il n'y a pas à un moment, l'organisation est apprenante et c'est bon. Souvent, il y a quelqu'un qui vient influer une organisation, comme par exemple Visa dans les années 80 ou Shell, le pétrolier, c'est un peu eux qui ont créé les concepts d'organisation apprenante à la base, où il y avait quelqu'un qui est arrivé et qui a posé des questions de prospective, qui a posé des questions de comment est-ce qu'on survit à des chocs pétroliers, à des événements qu'on ne maîtrise pas. Et c'est ces organisations-là, à ce moment-là, qui étaient organisations apprenantes et qui aujourd'hui ne le sont plus forcément. Donc c'est difficile de dire cette organisation-là est apprenante ou pas. Il y a des personnes qui vont influencer sur la vie de l'organisation et par moments elles peuvent l'être. Il y a des dimensions qui vont les accompagner, mais c'est un peu compliqué aujourd'hui de définir des critères précis pour définir qu'une organisation est apprenante. Donc après, j'ai envie de te dire, moi j'ai des clients que j'accompagne, que je ne vais pas forcément citer ici, qui sont des entreprises du CAC 40 et autres, mais je pense qu'à l'intérieur de ces grandes organisations, en fait, tu vas avoir des équipes ou des pôles qui vont être plus apprenants que d'autres. Et bon, après, là, on part sur ma thèse, parce que moi, j'ai fait ma thèse sur le sujet de la relation entre les dispositions individuelles à apprendre, donc l'apprenance, et les pratiques collectives d'apprentissage. Donc, quand tu mets quelqu'un qui a plus ou moins tendance à apprendre dans un collectif, comment ça va influencer les pratiques d'apprentissage du collectif. Et là, on fera une conférence sur le sujet, quoi. Mais en tout cas, ouais, si tu veux des références, je peux t'en donner à la fin. D'autres questions? Juste une dernière avant qu'on switch? Non? Eh bien... Merci beaucoup, à tous. Raphaël. Bonne journée.